inviter à nous rejoindre sur scène Franck Hurinville, délégué aux relations internationales de la BNF, et Mui-Cheng Pech, qui est la directrice de l'éducation, des contenus et de la formation à Bibliothèques sans frontières. Et nous rejoindra tout à l'heure par Skype, si ça fonctionne et si la technique est avec nous aujourd'hui, Stéphane Tonla, qui est chercheur au CNRS et qui a réalisé ce fameux rapport sur le Bronx et qui viendra nous en dire un petit mot tout à l'heure. Merci beaucoup Pascal, c'était passionnant. On aurait dû te laisser 2 heures, c'est ça, hein, pour que tu puisses rentrer dans tous les détails. Vous avez le rapport, et cela grâce au soutien du ministère de la Culture qui a gentiment accepté de faire l'impression de ces rapports. Donc les rapports sont disponibles, je vous invite à les lire, à les parcourir, etc. Pour les plus observateurs d'entre vous, et je le dis en toute transparence parce que c'est important je crois, vous aurez peut-être remarqué qu'il manque une page dans ce rapport. Il manque la page 17 de mémoire, 17-18. En réalité Pascal a fait beaucoup d'entretiens pendant cette période, et on a demandé à toutes les personnes avec qui il s'était entretenu, enfin Pascal, mais la plupart, d'avoir leur retour sur ce qui était imprimé dans le rapport, et ça c'est quelque chose qui a été fait il y a 3 semaines maintenant, et il se trouve qu'avant-hier on a une personne qui s'est un peu réveillée tardivement et qui nous a dit qu'il ne souhaitait pas du tout être cité de cette façon-là, et qui nous menaçait d'ailleurs de procès en diffamation à ce point-là. Donc on a préféré retirer la page et corriger la version numérique sur Internet avec les propos les mieux placés. Donc voilà pourquoi cette page manque, et c'est le deuxième mystère de la journée. Après l'accent de Diana, vous pourrez essayer de savoir ce qui était écrit sur cette page. Bien. On a pris un petit peu de retard, alors je me tourne vers toi, Franck, parce que, alors, Franck participe, il est un peu notre représentant aujourd'hui de ce groupe de travail, dont on a vu un petit peu la liste tout à l'heure, Diana l'a affiché, de ce groupe de travail qui travaille sur l'autre aspect de l'évaluation. Vous avez bien compris, l'évaluation un petit peu en amont, l'impact sur les bibliothèques, sur la profession. Pascal s'en est chargé, et ce groupe de travail travaille plutôt sur quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui est l'impact sur les usagers, sur la population. Et du coup, ce groupe de travail, on va rentrer un peu dans les détails de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on essaye de chercher. Mais déjà, toi, de ton point de vue, du point de vue de ce groupe de travail, justement, quelles sont les réactions à chaud sur ce que Pascal vient d'expliquer ? Alors, avant de répondre à la question de Jérémy, je voudrais apporter une petite correction. Il a été dit et écrit que je suis délégué aux relations internationales de la BNF. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'appartiens bien à cette délégation aux relations internationales, mais je ne suis que chargé de mission francophonie et Afrique. Mais je ne ferai pas de procès pour autant à BSF. Je te remercie, on est passé de doigt du drame. Je saisis l'occasion pour me faire l'interprète, j'imagine, de la salle, en disant que le rapport de Pascal restitue toute l'innovation et en même temps toute l'humanité qui traverse le projet des IDs Box. Le rapport présente, me semble-t-il, très clairement les points forts de la démarche. Il présente aussi les progrès qui ont été réalisés grâce au dialogue entre BSF et chaque bibliothèque au fil d'itérations successives. Il présente également les points faibles, d'où la série de recommandations. À ce stade, j'aurais envie de poser une question à Pascal sur l'angle mort de son rapport. Il l'a reconnu lui-même, c'est la position des politiques. Parce qu'on le sait bien que sur le terrain, dans les territoires, la décision du politique est fondamentale au sens propre du terme. Et les collègues qui sont là se souviennent sans doute de la déclaration d'une ministre, ex-ministre, elle a quitté le gouvernement lors du dernier remaniement, une ministre qui était de surcroît ancien élu local et qui avait dit, je crois, dans les Échos, ma foi, aujourd'hui, tout est numérique, à quoi bon construire des bibliothèques ? Je ne parle pas verbatim, mais l'esprit y était. Alors, Pascal, peut-être pourrais-tu au moins donner ton sentiment sur ce sujet. Quels sont les points de vigilance
que les collègues doivent avoir à l'esprit dans le dialogue avec le politique en amont d'une installation d'IDSbox ou d'un achat d'IDSbox. Quels sont les risques à éviter, par exemple une espèce d'effet d'aubaine, l'élu qui accepte de financer l'IDSbox en se disant qu'ainsi il a réglé le problème de la lecture publique et qu'il n'est plus nécessaire de consentir d'autres investissements. Est-ce que tu vois là, par exemple, un risque réel ou un risque fantasmé? Alors, dans notre profession, celle des bibliothèques et des métiers de l'information, il est vrai que ce risque a été pointé dès que les IDSbox ont commencé à être proposés pour intervenir dans des quartiers, sur des territoires en France. Je considère, après la série d'entretiens que j'ai eus, que oui, ce risque, on ne peut pas nier qu'il existe, que la pensée dans la tête de certains élus que l'IDSbox soit une solution de substitution économique, pour ne pas dire un cache-sexe, pour éviter d'avoir à construire des équipements de bibliothèques supplémentaires, cela peut exister. Mais après, la ligne de partage se fait entre ce en quoi l'IDSbox constitue justement une démonstration du caractère incontournable d'un équipement de bibliothèque dans un quartier qui n'en a pas. C'est ce qui est en train de se faire à Calais, vous l'avez compris. Et puis, de l'autre côté, une ville et des élus qui partent avec une intention, une pré-intention bien déterminée et qui, quoi qu'il arrive, n'en changeront pas. Et cela peut se produire plus près. Voilà, pardon. Et cela peut se produire également. Moi, je suis globalement confiant dans le rôle et la démarche des équipes de bibliothèques qui auront décidé d'utiliser l'IDSbox avec leur travail, avec leur force de conviction. Je pense qu'ils peuvent parvenir, même dans le pire des cas, à faire changer une municipalité d'avis sur ce point. Oui, mais d'ailleurs, tu l'as très bien dit, Pascal, sur l'importance que le projet soit drivé, piloté par les bibliothèques, et c'est quelque chose auquel on est très attaché aussi à BSF, et on évite justement cet effet d'aubaine. Et quand tout à l'heure je disais que justement on ne se mettait pas dans une position de vendeur, mais plutôt de porteur de projet, c'est aussi cette idée de ne pas vendre à n'importe qui et à n'importe quel élu qui dirait « Ah, voilà un projet sexy pour ma collectivité ». Donc on essaye d'éviter ça, et c'était important de le souligner. Alors peut-être pour discuter un petit peu de la démarche d'évaluation d'impact sur les usagers qui est en cours, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mui-Cheng, tu es un peu notre expert évaluation à BSF, beaucoup à l'international, aussi en France. Il y a une question qui était assez centrale dans le groupe de travail, qui était de dire, est-ce qu'on évalue la même chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on évalue de la même façon une IDSbox qu'une bibliothèque? Est-ce qu'on fait une différence? Est-ce qu'on évalue quelque chose de complémentaire? Ou est-ce qu'on est finalement un petit peu redondant? Oui, alors je pense que la chose qu'on va retrouver dans ces questionnements-là, c'est qu'il est tout aussi difficile d'évaluer une IDSbox qu'il est d'évaluer une bibliothèque, dans le sens où les impacts de la bibliothèque peuvent être tellement multiples et dans des domaines tellement variés et à des échelles tellement diverses, que c'est là où réside véritablement la difficulté. Et je pense qu'on a eu bien besoin de ce panel d'experts de l'évaluation, de sociologues et de bibliothécaires pour pouvoir aboutir à une solution qui soit à peu près acceptable sur tous ces points. Ce qui a été rappelé ce matin par les intervenants et qui, je pense, est assez central à la réflexion du groupe, c'est cette nécessité justement d'avoir non pas une évaluation standard pour tous les projets IDSbox comme pour toutes les bibliothèques, mais d'avoir une boîte à outils qui permettent aux bibliothécaires, aux porteurs de projets qui mènent des projets IDSbox d'aller piocher dedans les outils, les questionnaires, les trames d'entretien qui seront pertinentes pour le contexte dans lequel l'IDSbox va intervenir. Et c'est là où je pense que l'évaluation en fait sera
très différentes, ne serait-ce que si on réplique les 3 cas d'expérimentation que nous a présenté Pascal, l'évaluation d'impact et les outils qui seront choisis pour ça seront totalement différents, qu'il s'agisse de la méthodologie, mais aussi des publics cibles et de la façon dont on va procéder. Donc l'idée est davantage de réfléchir à un référentiel dans lequel on va aller pouvoir choisir les domaines sur lesquels ça nous intéresse d'évaluer l'impact de l'Ideas Box, qu'il s'agisse de domaines d'action de la bibliothèque qui porte le projet ou qu'il s'agisse des différents publics cibles. Donc je pense que c'est ni redondant, ni en fait tout à fait la même chose qu'évaluer un outil à côté de l'Ideas Box. C'est vraiment plus réfléchir à la complémentarité justement entre l'action d'une Ideas Box et celle de l'écosystème local, qu'il s'agit de la bibliothèque mais aussi des acteurs sociaux. Franck, toi qui as participé à ce groupe, tes réflexions sur ce point ? Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit par Mui Cheng et puis par Diana un peu plus tôt, je crois qu'il faut revenir sur le sens d'une démarche d'évaluation. Une démarche d'évaluation, ça sert à quoi ? Ça sert à poser la question du sens de ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Or, nous, ici, aujourd'hui, nous sommes, a priori, tous plus ou moins convaincus de l'intérêt de l'Ideas Box. Mais il faut sortir de cet entre-soi. Il faut que la démarche d'évaluation, elle permette de répondre à des questions qui se posent. Qu'est-ce que c'est qu'une Ideas Box ? Est-ce que c'est faire du neuf avec du vieux ? Parce qu'on l'a dit, les bibliothécaires, depuis très longtemps, font des actions hors les murs, des actions tout à fait décalées et surprenantes à la rencontre de toute la diversité des publics. Est-ce que l'Ideas Box, c'est un gadget dispendieux ? Est-ce que c'est un effet de mode pour faire du buzz ? Est-ce que c'est un produit commercial pour alimenter un modèle économique ? Ou bien est-ce que c'est un outil supplémentaire dans la palette qui est offerte à tous les professionnels ? Et est-ce que ça peut être une pièce maîtresse dans le dialogue entre BSF et les bibliothèques dans un écosystème qui leur serait commun ? Ça, c'est l'enjeu de la légitimité. S'y ajoute un autre enjeu qui est l'enjeu de l'efficacité. Alors, on sait, quand on se penche sur ces questions d'évaluation, on découvre très vite qu'on ne compte jamais ce qui compte. Les bibliothécaires savent compter, passent leur temps à compter, à produire des statistiques pour les rapports d'activité, pour les politiques dont on parlait tout à l'heure. Mais on ne compte jamais ce qui compte, c'est-à-dire tout ce sur quoi on a du mal à mettre un mot, les relations humaines, la représentation de soi, les effets de reconnaissance individuelle. J'ai été très frappé tout à l'heure dans la vidéo qui avait été produite par un petit garçon. On le voyait utiliser le matériel de l'Ideas Box et dire, voilà, je suis à la télé, vous êtes sur TF1, ma maman a vu que j'étais sur TF1. Voilà un effet de l'Ideas Box, un impact de l'Ideas Box. Mais comment mesurer cela ? Je crois que c'est Lévi-Strauss qui disait plus on décrit, moins on explique. Et plus on explique, moins on décrit. Alors aujourd'hui, on est à 1 an d'ancienneté, en quelque sorte, de la première expérimentation. Nous continuons de travailler sur le référentiel qui essaiera de s'adapter à toutes les configurations possibles de l'Ideas Box. Il faudra certainement continuer cette évaluation à sans doute 24 mois, 36 mois pour évaluer les effets dans le temps. Et puis il faudra aussi travailler en complément de cette démarche sur les effets induits par l'Ideas Box. J'entends par là les effets politiques, les effets de plaidoyer de l'Ideas Box auprès de toutes les instances des villes, mais également de tous les partenaires et sur la visibilité accrue de la médiathèque, comme on l'a vu notamment avec beaucoup d'éloquence ce matin dans notre
témoignage sur la situation à Calais. Oui, merci Franck. Justement, Mui-Cheng, quels sont les grands principes qui se dégagent, les grands principes d'évaluation, les principaux indicateurs? Qu'est-ce qu'on va chercher justement à évaluer? Absolument. Justement, pour revenir sur ce que Franck disait, on s'est beaucoup attaché à réfléchir justement sur non pas simplement les résultats du projet Ideas Box, c'est-à-dire combien de personnes fréquentent la box et ce qui se passe dedans, etc., à décrire l'outil, mais vraiment à toucher les impacts sur les différents publics cibles. Donc, pour reprendre peut-être un petit peu les grandes phases de réflexion de ce groupe, on a commencé par clarifier pour nous un petit peu quel était le contexte de l'évaluation, ce qu'on voulait évaluer, en commençant à dresser cette typologie des grands champs d'action sur lesquels on allait travailler, avec bien en tête l'idée de ne pas avoir nécessairement des indicateurs qui seront toujours les mêmes, mais au contraire plutôt de créer des guidelines, des outils qui vont permettre à chaque projet de s'approprier ces démarches d'évaluation. Et donc les grands domaines qu'on a commencé à lister, c'est ceux qui nous semblaient être des domaines d'impact attendus d'un outil comme l'Ideas Box. Et ça nous a été inspiré des retours d'expérience de l'expérimentation à Sarcelles, à Taverny, à Calais, mais aussi de l'expérimentation justement et du travail de retour qui a été fait avec les bibliothécaires ici. Donc ces grands champs, c'est ceux d'une part de l'impact éducatif d'une Ideas Box au sens large du terme, donc à la fois en termes de scolarité, mais aussi en termes d'accès à de l'information et à de l'éducation. C'est les questions de cohésion sociale aussi, de